Bienvenue à tous, merci de nous suivre pour ce premier numéro des dossiers du journal télévisé. Une lucarne pensée, conçue et réalisée pour mettre à jour vos préoccupations à travers les dossiers réalisés par la rédaction. Pour ce premier numéro, nous irons ensemble visiter, sinon côtoyer, les belles plages d'Assini Mafia. Nous tenterons surtout de comprendre comment l'érosion côtière chasse un peu plus et chaque jour les populations du rivage. Nous irons également visiter ces écoles dites d'excellence, l'école militaire préparatoire et technique de Bingerville, ainsi que le lycée Sainte-Marie de Cocody. Nous tenterons de comprendre les clés de leur succès. Pour lutter contre le chômage et contre la pauvreté, le gouvernement de Côte d'Ivoire a initié une série d'actions au nombre desquelles les filets socioproductifs. Ces filets, semble-t-il, ont un impact considérable sur les populations. Nous tenterons ensemble de comprendre l'effet et l'impact de ces filets sur le quotidien des populations. Et enfin, pour boucler la boucle, nous irons également regarder du côté de la toile, Internet devenu la nouvelle fenêtre d'expression des hommes politiques en Côte d'Ivoire. En quoi consiste cette révolution? Merci de nous suivre, à tout de suite. Cadre exotique, paysage magnifique, sable fin pour vacances et repos, des mots pour décrire la belle cité d'Assini Mafia et tous les superlatifs que l'on lui reconnaît. Et pourtant, cette belle cité est menacée de disparition. Les populations villageoises, elles, proposent le désensablement de l'embouchure. Raison de cette proposition, eh bien l'érosion côtière menace leur existence. Pour justement se rendre compte de cette menace, nos équipes ont promené leurs caméras sur les plages d'Assini Mafia. Un reportage de Carré Adama, Gabriel Zali. Assini, le bourg attire du monde en période chaude pour la chaleur de ses sables fins, ses plages étendues et aussi pour la douceur de ses eaux. Mais ironie du sort, le principal atout devient une menace. Ici à Assini Sagbadou, ce mercredi 14 juin, le constat est frappant. Le littoral n'existe plus, il n'y a plus de berges, le village est submergé par les flots, des habitations détruites. L'eau a érodé de mètre en mètre et aujourd'hui nous sommes ici où j'habite, une grande partie de ma cour est partie. Cette situation a commencé, j'étais obligé d'aller préparer chez une amie. Et ça fait 6 mois que cela dure. Tout ce qui était activité commerciale, j'ai arrêté parce que je n'avais plus les moyens de le faire. Donc je me débrouille dehors chez ma copine qui elle aussi a ses enfants, qui a un espace réduit. Donc vraiment c'est difficile pour moi. Et quand on ajoute à ma famille, la famille de celle qui me reçoit, c'est compliqué. À 2 pâtés de là, Bernadette et ses 6 enfants vivent le même drame. Je n'ai pas attendu quand l'eau va venir et puis j'ai fait. Donc c'est ici qu'il ne pleut pas. Même il pleut pas, c'est ici. S'il pleut là, il ne mange pas. C'est ici, ça coule. C'est maintenant que j'ai en train de faire. Ce n'est pas encore fini. Parce que l'eau là vient là, il ne peut pas tenir. C'est ça que je suis allé voir le chef, pardon. Il n'a qu'à chercher un petit coin pour me donner avec mes enfants. Mais d'ici 2 mois, 3 mois là, l'eau va rentrer ici. On ne sait pas où on va partir. Partir? Mais où? L'équation concerne tout Assini. Les 3 villages d'Assini sont en sursis face à l'érosion lagunaire. On a cette crainte-là. On est venu par ici, mais on a toujours la crainte de voir nos maisons partir, de voir le village disparaître à nouveau. D'où les maisons précaires que les gens construisent. On a commencé à sensibiliser tout le monde, à commencer par les villageois eux-mêmes. On a des réunions avec les cadres. On propose des solutions. La première solution, c'est d'avoir une drague. Une drague au vrai sens du terme pour tirer le sable, rendre un peu plus profond nos bordures et mettre du sable en bordure de la dune. Une fois que ce premier travail a été fait, on va essayer de trouver encore une autre solution, c'est de construire des digues
protéger ce sable qu'on a importé. À Assini, autorités et population craignent le scénario catastrophe de 1942 qui a vu tous les villages engloutis par l'eau et a emmené le peuple Agni-Ouzima, installé sur ses côtes en 1651, à se déplacer pour se retrouver sur ce rivage à 150 mètres de la lagune. 75 ans après le premier déplacement forcé, Assini est à nouveau menacé. Une bonne partie du cimetière colonial d'Assini-Sagbadou a été engloutie par l'eau. Difficile, le repos éternel. Il est très difficile pour un individu de voir son ancêtre, même les ossements de son ancêtre partir. Donc, vous avez vu qu'au cimetière, il y a des plantes qui protègent un peu, un tout petit peu, ce cimetière-là. Mais dites à la population de planter des palétuviers devant leur maison, ça ne passe pas. Assini France est pris entre deux eaux. D'un côté, la lagune qui ronge, de l'autre, la mer qui gronde et menace de déborder. Ce sont des effets du changement climatique, assure le chef Yvon Baenchi, géologue à la retraite. Regardez déjà juste en dessous de cette pirogue-là. Vous allez voir que l'eau suinte depuis le village jusqu'en bordure de la lagune. Mais ça, c'est un phénomène d'érosion dû à la pluie. Mais l'érosion lagunaire elle-même provient d'un phénomène simple. Elle ronge tous les jours que Dieu fait. Vous avez 4 marées. 2 marées basses et 2 marées hautes. Et en plus, ces 4 marées, une fois ou 2 fois par mois, vous avez les marées d'équinoxe. Les 4 marées, à marée basse, l'eau vient du continent pour aller vers la lagune et en allant, elle draine un peu de sable, ravine un peu de sable pour partir. À marée haute, c'est la même chose. L'eau vient de la mer vers le continent et ça amène du sable. Mais on a ce phénomène-là 4 fois par jour. Malheureusement, ces tonnes de sable que l'érosion à marée basse produit sont accumulées au niveau de l'embouchure. L'embouchure est complètement assablée. Conséquence directe de l'obstruction de l'embouchure, la rareté des poissons pour une région dont la principale activité est la pêche. Jeudi 15 juin. Francis Dano est sur l'eau depuis les premières heures, mais point de poisson dans les filets. C'est dû au fait que les sites où on pêche actuellement sont beaucoup ensablés. L'érosion emporte assez de sable et ce sable-là remplit l'embouchure. Or, ce qui fait que quand il n'y a pas de fond au niveau de l'embouchure, ça empêche les poissons qui entrent. C'est ce qui fait que la pêche a diminué. Sinon, dans les débuts, on pouvait facilement en une sortie faire des recettes de 20 000 à 40 000 facilement. Mais présentement, ce n'est pas facile même d'avoir peut-être 5 000 francs, voire même poisson pour la popote. Francis pense à une reconversion comme l'ont déjà fait de nombreux pêcheurs qui ont abandonné les filets. Si les poissons ne viennent plus dans la lagune du fait de l'encombrement de l'embouchure par le sable, les touristes ont également déserté les plages. Des digues de sable sur la berge, désormais quasi inexistantes, servent de modestes remparts contre les flots. Et des kilomètres du littoral des villages d'Assini sont rongés jour après jour parce que l'eau désire passer son chemin à tout prix. Loin des belles plages et des vagues houleuses, dans la discipline spirituelle ou militaire, des générations se construisent, faisant ensemble incursion dans ces écoles dites écoles d'excellence où aucun détail n'est laissé pour compte pour conduire leurs pensionnaires au succès. École militaire préparatoire technique de Bergerville, lycée Sainte-Marie de Cocody, notre équipe de reportage s'est rendue dans ces différentes écoles pour essayer de connaître, sinon de comprendre, les clés qui fondent leur succès. Un dossier réalisé par Bachil Kader et Christelle Menant. Le geste est soucieux et attentionné. Il faut que ça brille, il faut que ça claque.
Et même si le ceinturon fait 2 fois le tour de la taille, la discipline militaire s'applique à eux aussi dans toute sa rigueur. Bienvenue à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, EMPT. Si la discipline militaire fait loi chez les enfants de troupe, chez les filles du lycée Sainte-Marie, c'est la foi qui discipline les âmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ici, l'éducation religieuse est au cœur du système d'enseignement depuis 1962. Qu'importe l'appartenance religieuse, le regard spirituel est approfondi. Une des clés de réussite de ce lycée classé établissement d'excellence en 1995. Les taux de réussite de l'EMPT et du lycée Sainte-Marie sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Ces 2 dernières années, ils affichent 100% de réussite au baccalauréat et presque autant au BEPC. Des résultats qui séduisent les parents d'élèves. Mais l'admission est très sélective dans ces établissements. À l'EMPT, 5000 candidats postulent chaque année pour une centaine de places. État-major des armées. Les résultats provisoires du concours sortent ce matin. Les parents sont à l'affût. Les enfants de l'EMPT qui ont été récompensés par le chef de l'État, c'était intéressant, c'était émouvant. Alors, raison de plus pour que nous aussi, nos enfants, puissent y aller et un jour, pourquoi pas, être récompensés ainsi par le chef de l'État. Au lycée Sainte-Marie, plus de 1400 jeunes filles sont inscrites cette année. Bonjour ma grande, tu viens ici? Ça va, tu es nouvelle? Tu n'es pas nouvelle, on rentre ici à quelle heure? 7h46. Il est quelle heure? Tu es en retard? Tu es en quelle classe cette année? 3e. 3e, tu te dépêches, tu vas retrouver les autres aux avis. Allez, on presse le pas. Et depuis, même rythme et même rigueur. En plus de l'enseignement classique, les jeunes filles apprennent la couture, la cuisine, la natation et une discipline peu commune, environnement. Leçon du jour, initiation à la daba. Mademoiselle, désherbage. Attention, on n'est pas proche d'un camarade, on prend ses distances. Ici, on leur dit, toutes les disciplines se valent. Il n'y a pas à choisir entre la couture et les mathématiques. Autant le professeur de couture est important, autant le professeur de mathématiques est important. Même recette chez les enfants de troupe. Musique et chant complètent la palette d'enseignement dispensée. Rassurez-vous, leur point fort, c'est le sport. L'EMPT règne en maître sur les compétitions interécoles. Une centaine de trophées remportés en 78 ans d'existence. Un succès qui tient surtout à la culture de la discipline. Ici, les garçons et les filles, admis il y a 5 ans, sont soumis au même traitement. L'école militaire, c'est 2 entités, un encadrement militaire et un encadrement professoral. Les grèves au sein de l'école sont interdites et donc ce qui fait que les professeurs se consacrent entièrement à l'enseignement. Tous nos élèves sont pensionnaires au sein de l'école. Le soir, à partir de 19h jusqu'à 21h30, ils ont l'étude surveillée qui est encadrée par les militaires. Et le lendemain, dès 7h, ils sont en classe où les professeurs prennent le relais jusqu'à 18h. Un programme réglé comme du papier à musique. Et quand les examens approchent, les journées ne finissent pas. Ce soir, Cédric et ses camarades préparent l'ultime épreuve, le baccalauréat. Pour eux, c'est déjà un acquis. Le défi est ailleurs. Ici, on ne se contente pas seulement d'avoir le bac, on cherche des excellentes mentions, c'est-à-dire avec la mention bien, on se au-delà. Cette nuit, ils réviseront jusqu'à 3h du matin et ne connaîtront leur sort qu'après 6 semaines. Objectif, mention aussi au lycée Sainte-Marie. C'est le minimum quand on a jusqu'à 19 de moyenne en cours d'année scolaire. Le corps professoral a une grande particularité. Ils sont très consciencieux. Quand ils ont une tâche à exécuter, tant qu'ils ne la terminent pas, ils seront là. Ils sont prêts à travailler jusqu'à des fois 20h, 22h. Quand on a des questions, on leur pose et ils nous répondent. Maintenant, même si nos réponses ne sont pas forcément justes, ils nous disent ça, mais sans nous frustrer. On est un peu proche aussi de nos élèves. On leur dit si elles ont des difficultés, que ce soit d'ordre pédagogique ou extra-scolaire, eh bien, elles peuvent nous approcher. 2 mois plus tard, Cédric et ses camarades sont bacheliers.
Et c'est le ministre de la Défense d'alors qui vient remettre leur prix. Parmi les primés du jour, Amouakon Grace Emmanuel, en classe de 4e, issue de la toute première promotion de filles de l'EMPT. Grâce à sa moyenne record de 18,73 au premier trimestre, l'EMPT remporte le prix d'excellence 2017 de la meilleure école militaire de Côte d'Ivoire. Qu'elle soit militaire ou religieuse, la discipline est le ciment de l'encadrement dispensé dans ces deux établissements. Activités socio-éducatives et enseignants véritablement engagés donnent à ces établissements et leurs élèves de demeurer parmi les meilleurs. Lutte contre la pauvreté, le gouvernement en fait une priorité. Plusieurs projets ont été institués dans ce sens. Au nombre de ceux-ci, les projets filets sociaux productifs lancés en 2017 par la Banque mondiale et financés à hauteur de 25 milliards. Ces projets ont pour but de permettre aux familles les plus démunies de subvenir à leurs besoins les plus primaires. Pour comprendre justement l'impact de ces projets sur ces familles, rendons-nous dans le Grand Ouest avec notre reporter F. Cette année, vraiment, ça a trop chauffé sur moi-même. Ma femme a été malade. À cause de moi-même, j'ai eu à perdre un enfant, tout ça là. On a beaucoup de problèmes pour mettre les enfants à l'école. C'est dans saison pluie, il n'y a pas l'argent. Bon, souvent, on se débrouille, on coupe graines pour vendre les grains avant d'avoir 500 mètres ensemble, juste à ce que... Mais ça ne suffit même pas même. Après ça, pour se nourrir encore, bon, c'est la même chose. Nous vivons difficilement. Avec le métier que j'ai au village, vraiment, ça ne rapporte pas. Et puis avec la scolarisation, c'est très difficile pour nous. On essaie de vraiment tirer de gauche à droite. L'accès à la sécurité alimentaire, à la scolarisation des enfants et aux soins de santé constitue un combat perpétuel pour Jean-Paul, Germain et Parfait, tous chefs de ménage, respectivement de 14, 20 et 9 personnes. Ils vivent à Douelé, une localité située à 21 km de Mans, dans la région du Tonkoué. De par leur situation de précarité, ces ménages sont retenus pour bénéficier du projet Filet socio-productif. Financé par la Banque mondiale avec 25 milliards de francs CFA, ce projet cible les familles vulnérables ayant en leur sein un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans et une ou des femmes enceintes. Pendant 3 ans, 35 000 ménages issus des zones centre, nord et ouest recevront une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA via transfert électronique. L'objectif est d'améliorer les revenus de ces personnes. Avec cette somme-là, il y a d'abord la santé qui est là. De deux, on doit essayer de voir le cas de nos enfants qui vont aller à l'école. Le jour qu'on m'a annoncé que je figure sur la liste des bénéficiaires, vraiment, c'était une grande joie pour moi. Une très grande joie pour moi parce que je sais que ça va nous soulager un peu. Sincèrement, je dis merci au gouvernement. Ce programme a été lancé en mars 2017 pour la phase pilote avec 5 000 bénéficiaires et en décembre 2017 pour la phase de mise à l'échelle avec les 30 000 ménages restants. Plus d'1 an après sa mise en œuvre, le projet Filet socio-productif a déjà impacté positivement la vie de nombreuses communautés bénéficiaires, comme ceux de Bouleux et de Koyatro-Gbepleu, 2 villages de la commune de Danandé. Ce projet, vraiment, c'est un bon projet. Quand je reçois les 36 000 francs, j'ai actuellement 5 enfants. Enfin, 4 enfants sont à l'école, plus l'enfant de ma nièce qui est à l'école aussi. J'ai réussi à payer leur scolarité cette année. Et je reçois aussi à payer les habits des enfants à la maison, la nourriture à la maison aussi. Cette somme m'accompagne et ça fait que vraiment je nourris bien ma famille, je gère bien ma famille. Quand le projet est arrivé, vraiment actuellement il y a un grand changement. Les enfants sont heureux, les femmes sont heureuses parce qu'avec le petit fonds qu'on reçoit, on te donne des idées. Ah, ils peuvent manger poisson, me donne l'argent des pommades, me donne aussi, je suis très content. Les montants alloués, en plus de subvenir aux besoins élémentaires, sont aussi utilisés par certains bénéficiaires pour assurer l'autonomie du ménage. J'ai pris pour faire une petite tablette pour mon épouse, elle se débrouille dedans aussi actuellement. Elle vend poisson sec, les oignons. En outre, des initiatives spontanées communes pour faire profiter toute la communauté naissent. À Koyatro-Gbepleu, village de la phase pilote, les 40 bénéficiaires ont créé une association. Ils cotisent 1 000 francs par allocataire par trimestre
et investissent dans des projets agricoles communs. Grâce à cela, le directeur de l'école du village pourra résider sur place. Cette année, nous avons eu à s'organiser pour la construction et le logement d'un directeur d'école, de notre école. À Bouleux, les 73 bénéficiaires ont emboîté le pas à ceux de Koyatro-Gbepleu. À partir des cotisations de leur association, ils réalisent de la polyculture sur une superficie de plus de 2 hectares et prévoient désengorger l'école. Aujourd'hui, nous avons une école de 3 classes. Nous avons beaucoup d'enfants. Jumeler toujours les classes, ça ne nous arrange pas. Si demain le projet continue et que nous restons toujours ensemble, nous pouvons aider aussi le village à construire au moins de l'école. Toutes ces initiatives qui participent au renforcement de la cohésion sociale sont saluées et encouragées. Dans le long terme, pour pérenniser les acquis, des mesures d'accompagnement sont prévues. Et dans cette phase des mesures d'accompagnement, nous allons assister et les bénéficiaires du projet, les bénéficiaires directs et les bénéficiaires indirects. Les bénéficiaires indirects, je veux dire que les villages qui sont déjà choisis, il y a dans ces villages-là des personnes qui n'ont pas été choisies directement pour recevoir de l'argent. Mais quand nous allons commencer les mesures d'accompagnement, tous ceux-là vont bénéficier bien entendu des mesures d'accompagnement de ce projet-là. Le projet Filet socio-productif s'inscrit dans la stratégie nationale de protection sociale du pays. Il couvre la période 2017 à 2020. Dans la région du Tonkpi, ce sont au total 122 villages touchés avec 9 729 ménages bénéficiaires. Parlons à présent politique. Les canaux de communication traditionnels de nos hommes politiques semblent progressivement passer la main à un nouveau type de communication. Il s'agit de la communication sur la toile. Ainsi, depuis peu, Facebook, Twitter ou tout simplement Instagram sont devenus les canaux d'expression favoris de nos hommes politiques. En quoi consiste ce bouleversement intervenu dans leurs habitudes? Instruments de propagande ou outils de proximité avec les populations? En quoi consiste cette communication? Le dossier est signé Bema Ouattara, Alexis Ouedraogo. Ils sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Les femmes et hommes politiques ivoiriens se font leur place sur la toile. Posts explicatifs, démentis face à des accusations, mobilisation pour des meetings ou encore photographie de scènes de vie ordinaires. Le jeu politique en Côte d'Ivoire se passe désormais aussi en ligne. Depuis plusieurs mois, Mamadou Koulibaly, président du leader Parti Liberté et Démocratie pour la République, s'est adapté au digital. Chaque jeudi, il lance sur son compte YouTube des vidéos dans lesquelles il se prononce sur l'actualité. Bonjour. Aujourd'hui, abordons les réformes que nous pourrions faire en matière de gouvernance générale de notre pays. Des interventions qui cumulent des milliers de vues et suscitent des réactions. Vraiment, courage, Monsieur Mamadou. À chaque fois que je vous écoute, je suis motivé. Monsieur Mamadou, je ne suis pas d'accord avec vous pour la Chambre des rois. Le gouvernement marque également sa présence sur la toile. Le communiqué final du Conseil des ministres est désormais en direct, permettant aux populations de se prononcer. Les effets du séminaire gouvernemental commencent à se faire sentir. Courage. D'autres visages connus de la vie politique ivoirienne font également parler d'eux par le digital. Yasmina Ouenia, Ahmed Bakayoko, Jean-Louis Billon, Pascal Afine-Guessan pour ne citer que ceux-là. Haut de plateau Vallon, très concentré sur son smartphone, l'ancien ministre Yamia Konan, député à l'Assemblée nationale, ancien candidat à la présidentielle de 2010. Pour lui, la communication digitale est incontournable. Je peux vous le dire, moi je suis encore dans la politique parce qu'il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, on peut, avec ces moyens-là, ces nouveaux moyens de communication, atteindre des millions de personnes sans débourser un centime. Juste notre connexion Internet. Donc ça, c'est vraiment une aubaine et ça renforce le débat démocratique. Derrière cette communication politique sur la toile se dissimulent bien souvent les empreintes d'experts du digital. Moussa Bamba est community manager. Depuis 6 ans, il travaille pour le compte du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. On ne peut pas rester en marge des réseaux sociaux dans le monde actuel parce que si vous n'êtes pas là,
la communication se fera malgré tout. C'est-à-dire votre communication se fera malgré tout sur les réseaux sociaux, que vous soyez là ou pas. L'équipe est connectée 24 heures sur 24. Il y a des vidéos par exemple que nous avons postées sur la page du président de l'Assemblée nationale qui ont fait plus d'1 million de vues. Une communication étudiée au millimètre pour se rapprocher des populations. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers ce homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Et le sujet reste bien d'actualité. Il était d'ailleurs inscrit en lettres d'or au récent séminaire sur la communication du RDR, le Rassemblement des Républicains. Objectif, renforcer les actions du parti au niveau du digital. Aujourd'hui, les comptes rendus des différentes réunions ou des différents meetings de nos partis politiques sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, des messages à envoyer à nos concitoyens sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même démentir, et comme c'est le cas très souvent, des rumeurs qui sont fausses, ce sont ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable. Un outil indispensable, et c'est pour cela qu'il ne faut pas voir en cela un frein. Il faut en faire une opportunité. Une présence diversement appréciée par les populations. Nos parents qui sont au village, dans les campements, si le politicien ne s'est pas déplacé vers ses parents-là, je ne sais pas ceux qui auront ces informations-là. Bon, je pense que ceux qui sont en ville, bon là ça passe. S'ils doivent convaincre ces populations-là, en fonction de leurs projets et tout ce qu'ils ont comme fait des sociétés, c'est déjà avantageux pour ces politiciens. Certains, eux, restent encore attachés aux médias traditionnels. Comme moi, comme ça, je ne suis pas sur le net. Donc, c'est par rapport à la télé que je peux avoir les informations du pays. Donc, si lui, il fait passer ces informations sur le net, comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays? Donc, je préfère que ça passe à la télé. Avis divergents, mais une chose reste certaine, la présence des hommes politiques et leurs partis sur la toile n'est plus une option. L'impact de ce médium de communication est reconnu aujourd'hui par tous. Il ne faut pas s'y méprendre. Donc, nous avons des personnes même qui veillent. Il y a des alertes même qui sont données, des fois. Alerte, allez-y sur telle page, il faut réagir parce qu'on s'est mépris vis-à-vis de notre président ou vis-à-vis de notre parti. Il n'est plus concevable d'envisager la vie d'un parti politique en dehors, n'est-ce pas, de la communication digitale. C'est impossible. L'arène politique ivoirienne désormais transposée à la toile, en un clic, les débats sont lancés et seront certainement plus denses à la faveur des prochaines élections générales. Des hommes politiques, comme vous avez pu l'observer, qui évoluent au rythme de leur époque et qui ont donc pris la pleine mesure de la puissance de ces réseaux sociaux. C'est la fin de ce premier numéro des dossiers du journal télévisé. Rendez-vous mercredi, même heure.